Monsieur le ministre, cher Johan, je me réjouis de t'accueillir à nouveau à Paris. Cette deuxième visite témoigne de la proximité avec laquelle nous travaillons. Nos échanges sont constants, notre coopération est très étroite sur les grands sujets bilatéraux, de politique européenne et de politique internationale. Nous partageons le même attachement au moteur franco-allemand, un partenariat unique qui nous place à l'avant-garde des efforts pour une Europe unie, forte, plus souveraine et plus résiliente. Nous croyons en une Union européenne capable d'agir, de protéger ses citoyens, de défendre ses valeurs démocratiques et de s'exprimer d'une voix claire sur la scène internationale. Comme l'ont rappelé le président de la République et le chancelier allemand, nous voulons exploiter au maximum la coordination et le réflexe franco-allemand au service de l'Europe et de ses intérêts. Nous avons un agenda franco-allemand très riche devant nous. Nos entretiens aujourd'hui contribuent notamment à préparer un Conseil des ministres franco-allemands qui se tiendra à la fin du mois d'août et à renforcer notre coordination sur les grands sujets de politique européenne et internationale. Sur nos échanges bilatéraux et la préparation de ce Conseil des ministres franco-allemands, nous avons une feuille de route claire exposée par le président de la République et le chancelier dans leur tribune conjointe du 7 mai. Nos pays font face à des défis majeurs, celui de la guerre sur le continent en Ukraine, celui d'une concurrence accrue à l'échelle mondiale, ceux d'une accélération des changements climatiques et technologiques. Et la menace d'une guerre commerciale n'est pas écartée. C'est dans ce contexte que la France et l'Allemagne ont voulu s'entendre sur un agenda complet de relance de notre relation et pour renforcer l'Europe. Nous avons entamé ce travail de manière à pouvoir présenter, d'ici au Conseil des ministres franco-allemands, des résultats concrets faisant une réelle différence pour nos concitoyens et pour l'Union. Les 3 grands axes de travail que nous avons retenus portent sur la sécurité et la défense, la restauration et le développement de la compétitivité européenne, et enfin un travail de convergence de nos systèmes économiques et sociaux. Je me réjouis de la tenue de ce Conseil des ministres franco-allemands, le premier depuis celui de Meseberg en Allemagne l'an dernier en mai, à l'occasion de la visite d'État du président de la République. C'est un temps fort pour nos 2 pays et un organe très utile de concertation et de coordination de nos politiques publiques, avec plusieurs membres de gouvernement mobilisés autour du président de la République et du chancelier. Nos ministères des Affaires étrangères respectifs jouent un rôle essentiel dans sa préparation et coordination. Nous avons naturellement également abordé aujourd'hui les enjeux européens et internationaux les plus pressants. Nous partageons l'impératif de la poursuite d'un soutien déterminé à l'Ukraine, dans la durée et dans tous les domaines face à l'intolérable agression russe. Ce soutien passe notamment par la poursuite d'un approvisionnement en armes pour permettre à l'Ukraine de se défendre, mais aussi par le durcissement des sanctions économiques contre la Russie afin d'assécher les ressources qui financent son agression. Et je me réjouis de l'adoption ce matin du paquet de sanctions massif, le plus lourd depuis 2022, qui vient d'être donc formellement décidé par l'Union européenne pour accroître la pression sur la Russie. Nous continuerons d'accroître nos propres capacités de défense et de soutenir notre base industrielle et technologique de défense européenne. Dans ce domaine, les initiatives SAFE et EDIP, récemment adoptées à Bruxelles, sont une avancée décisive pour renforcer notre souveraineté européenne dans le domaine de la sécurité et de la défense et pour mettre en œuvre concrètement le principe de préférence européenne. Nous avons abordé la situation au Proche-Orient. Un cessez-le-feu doit être conclu. Les otages doivent tous être relâchés et des négociations pour aboutir à une résolution durable du conflit doivent être engagées. Nous devons rester mobilisés pour améliorer urgemment la situation humanitaire à Gaza en surveillant la mise en œuvre par Israël de ces engagements. Sur l'Iran, il nous faut redonner de l'espace à la diplomatie et notre priorité va aussi naturellement à la libération de nos 2 otages, Cécile Kohler et Jacques Paris. Nous avons eu un échange sur les migrations et la situation à nos frontières. Le renforcement des contrôles aux frontières par l'Allemagne est son droit. Il est important, évidemment, que la sauvegarde de l'ordre public ne se fasse pas au détriment de la libre circulation au cœur de l'espace Schengen, notamment pour nos citoyens vivant en zone frontalière. À ce titre, l'étroite coordination entre nos ministères de l'Intérieur est indispensable. Par ailleurs, nous entendons concentrer nos efforts sur la mise en œuvre du pacte Asile et Immigration adopté l'an dernier et renforcer la politique des retours. Nous avons échangé sur les droits de douane déjà imposés ou envisagés par l'administration américaine dans le contexte des négociations en cours conduites par la Commission européenne.
Ces négociations sont appelées à s'intensifier alors que le président Trump a récemment annoncé unilatéralement l'imposition de droits de douane horizontaux de 30% au 1er août, ce que nous avons vivement désapprouvé. Nous privilégions bien sûr une solution négociée et le facteur décisif dans ces discussions, c'est le maintien de notre unité et de notre fermeté face aux États-Unis. Nous devons pour autant nous préparer à tous les scénarios et nous tenir prêts à imposer des contre-mesures proportionnées et crédibles. Nous avons pris connaissance de la proposition de la Commission pour le prochain cadre financier pluriannuel et devrons l'analyser plus en détail. Le prochain cadre financier pluriannuel doit nous permettre de faire face aux enjeux majeurs auxquels fait face l'Union européenne, en particulier le renforcement de sa prospérité et son autonomie stratégique. De nouvelles sources de financement seront nécessaires. C'est pourquoi la France juge indispensable un accord sur le prochain cadre financier pluriannuel, l'adoption de nouvelles ressources propres pour l'Union européenne. Monsieur le ministre, cher Monsieur le ministre, cher Jean-Noël, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici chez toi à Paris, puisque depuis mon entrée en fonction, en tant que ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, nous avons étroitement coopéré. On se voit souvent à différentes occasions de l'Union européenne, de l'OTAN, mais nous parlons également des sujets vraiment difficiles. On vient de parler au téléphone avec notre homologue syrien dans une situation critique. Quand j'étais ici la dernière fois, on était dans la voiture ensemble et on a parler au téléphone avec notre homologue indien. Et hier soir, ensemble, nous avons parlé avec notre homologue iranien, ce qui montre que la France et l'Allemagne s'occupent des sujets internationaux les plus importants, qui sont toujours, bien sûr, ont le potentiel de dégénérer en crise, en conflit, qui pourrait avoir pour conséquence des guerres. Et on ne s'occupe pas seulement des sujets faciles, mais on voit une véritable responsabilité commune. Cela témoigne de notre relation étroite. Pour le chancelier fédéral, il s'agissait depuis le début de faire fonctionner à nouveau le moteur franco-allemand, comme on a tendance à le dire en Allemagne. Moi, j'ai toujours aimé cette image puisque j'aime bien les voitures et ça me fait penser au Paris-Dakar. Peu importe qui se trouve sur le siège du conducteur, qui fait de copilote pour indiquer quel est le prochain obstacle ou le prochain virage. Les deux sont importants pour arriver à la ligne d'arrivée. Et telle est notre vision des choses, et également, cher Jean-Noël, de la relation franco-allemande, un rôle que nous devons assumer au sein de l'Union européenne, mais comme j'ai eu l'occasion de le dire, en citant 2-3 exemples, beaucoup plus loin que l'Union européenne. Et nous sommes appelés à le faire, et on est là, on est présent. Et c'était également au centre de nos entretiens, de préparer le prochain Conseil des ministres franco-allemands qui aura lieu à la fin du mois d'août à Toulon. Ce n'est pas juste une rencontre au niveau gouvernemental avec un ordre du jour. On a vraiment bien choisi quelques sujets qu'on est en train de préparer. Et ce sont des sujets importants pour nous au niveau bilatéral, mais également pour l'Union européenne. Les États-Unis restent notre premier allié en dehors de l'Europe dans un monde géopolitiquement instable, mais il est clair que c'est à nous, Européens, de prendre notre destin en main, de garantir la sécurité de notre continent. Et donc, je peux dire que l'image utilisée par le président Macron d'une Europe souveraine est une image vraiment bien choisie qui a vraiment tout le soutien de l'Allemagne. Il s'agit non seulement de la sécurité proprement dite, mais également de l'économie. On a parlé également quelles sont les attentes que nous devons satisfaire par rapport à la Chine également suite à la nouvelle politique commerciale et en matière de droits de douane des États-Unis d'Amérique. Il faut maintenir notre unité, la cohésion
Et la Commission européenne représente dans les deux dossiers nos intérêts en commun. Il ne faut pas laisser semer la division entre nous et la France et l'Allemagne. Nous représentons cette unité parce que si nous continuons à développer le marché intérieur et si nous réduisons les obstacles intérieurs au commerce, c'est positif pour la sécurité et pour la prospérité. Et c'est que nous défendons en tant qu'Union européenne la sécurité, la liberté, la prospérité. C'est ce qui rend l'Europe pour de nombreux voisins comme un destin rêvé. Et là où la Russie de Poutine est un défi pour nous tous, c'est quelque chose que nous voulons atteindre et travailler ensemble. Et donc, je suis d'accord par rapport à ce que tu as dit concernant le 18e paquet de sanctions qui a été finalement adopté. C'était vraiment important de montrer au président Poutine que la continuation de la guerre aura de graves répercussions économiques sur la Russie. Et nous invitons explicitement tous nos collègues également aux États-Unis d'Amérique de faire de même et d'augmenter la pression sur Poutine. Il doit savoir qu'il doit se rendre à la table des négociations et sinon il aura des conséquences. Mais la sécurité européenne dépend également de la situation volatile au Proche-Orient. Il est bien sûr tout à fait clair, et c'est notre politique en commun, que l'Iran ne doit jamais se doter de l'arme nucléaire. En tant que l'UE3, ensemble avec la Grande-Bretagne, cela nous occupe notamment depuis ces dernières semaines et nous maintenons cet objectif. Nous appelons de nos voeux une solution diplomatique, mais il reste clair, s'il n'y avait pas de solution qui tienne en compte des intérêts de sécurité européens et internationaux, le mécanisme de snapback reste une option pour nous en tant que UE3. Hier encore, on en a parlé avec le ministre iranien des Affaires étrangères. On a été clair sur ce point-là. Donc, je suis contente d'avoir pu tomber d'accord sur un mode de négociation, mais lié à des attentes de notre part d'atteindre des résultats de manière vraiment rapide. Comme je viens de le dire, on a aussi parlé à notre collègue syrien. La situation là-bas est bien sûr très inquiétante. On l'a appelé, et je tiens à le souligner au nom du gouvernement fédéral. Ce gouvernement de transition syrien aura notre soutien si il plaide pour un processus inclusif, s'il protège les populations et s'il ne perd pas que des personnes appartenant à un groupe religieux ou à une minorité soient persécutées ou tuées. C'est la responsabilité de ce gouvernement et il doit honorer cette responsabilité. Et aussi l'appel à toutes les autres parties dans la région de respecter la souveraineté de la Syrie. L'Allemagne et la France, notre relation fait toujours débat. Je voudrais le dire de façon très sobre. Depuis après ma première image, qu'on veut gagner une course ensemble, Jean-Noël, toi et moi ensemble, et nos deux pays, à chaque fois qu'on se voit, et c'est souvent, on ne parle pas seulement de certains projets ou d'une course où nous voulons avancer ou gagner. Il s'agit toujours d'une vision d'ensemble. C'est ce qui maintient l'unité et la sécurité de l'Europe. Il s'agit de réajuster, de protéger notre amitié vraiment profonde pour ces temps vraiment instables, parce que nous sommes d'accord que l'Allemagne et la France peuvent toujours donner de nouvelles idées, de nouvelles impulsions. Et c'est avec optimisme que nous avons le regard porté sur le Conseil des ministres franco-allemands à la fin du mois d'août. Je me réjouis à cette perspective. Merci beaucoup.
questions. Non. Bonjour, Monsieur Barrot, Monsieur Wadefull. Merci pour cette conférence de presse. Votre venue, Monsieur Wadefull, est la prochaine visite d'Emmanuel Macron en Allemagne et l'occasion de chercher des convergences entre la France et l'Allemagne sur un certain nombre de dossiers importants. Sur le commerce notamment, qui a une deadline qui approche. Il y a des divergences à lisser sur ce sujet entre la France et l'Allemagne. Comment entendez-vous vous y prendre là-dessus, dans la mesure où les positions ne sont pas exactement alignées? Et notamment, M. Wadefull, est-ce que vous excluez l'emploi de l'instrument anti-coercition? Et un autre sujet de divergence, notamment sur la politique industrielle de défense, le SCAF en particulier. Est-ce que le gouvernement soutiendra la demande de l'industrie française d'avoir une part très importante de la production du SCAF en France? Le chiffre de 80% circule. Et peut-on encore parler d'un projet commun si c'est le cas? Merci beaucoup. Je peux peut-être commencer pour vous répondre sur la manière de lisser les divergences de vues lorsqu'elles surviennent entre la France et l'Allemagne. Eh bien, c'est ce que nous avons résolu de faire à l'invitation du président de la République, du chancelier allemand, en rapprochant considérablement les deux équipes gouvernementales. C'est la deuxième fois depuis sa prise de fonction que j'ai l'honneur d'accueillir Johann Wadefull à Paris. Il m'avait consacré une visite le jour de sa nomination. Il est de retour au moment où se termine le semestre et où nous préparons ensemble le suivant. Comme il l'a rappelé, lors de sa dernière visite, nous avions appelé ensemble le ministre des Affaires étrangères indien au pic de la crise et de l'escalade militaire entre l'Inde et le Pakistan. Aujourd'hui, nous avons appelé ensemble le ministre syrien et hier soir, nous étions ensemble au téléphone avec le ministre iranien. Nous multiplions les contacts chaque fois que l'occasion nous en est donnée et ces occasions sont nombreuses. Il se passe peut-être pas une semaine sans que j'ai l'occasion d'échanger, de rencontrer et d'échanger avec Johann. Mais la relation ne se limite pas à celle de nos deux chefs d'État et de gouvernement, ni à celle de nos deux ministères, puisque l'ambassadeur de France en Allemagne me rappelait que ces derniers jours, il recevait un ministre français par jour à Berlin. C'est dire à quel point l'intensité de nos contacts s'est accrue. Et s'agissant du commerce, nous avons le même objectif, celui de défendre les intérêts industriels européens, celui de la souveraineté européenne, de notre autonomie stratégique. Nous soutenons les efforts menés par la Commission pour obtenir un accord équilibré, respectueux de nos intérêts. Et nous souhaitons, comme les deux chefs d'État et de gouvernement l'ont rappelé, le président de la République, le chancelier allemand, que les négociations puissent aboutir au plus vite pour dissiper l'incertitude qui pèse sur l'investissement, sur l'activité économique des deux côtés de l'Atlantique. Moi, je dirais simplement que nous avons une relation de travail qui fonctionne et c'est ce qu'on attend de la part des gouvernements, c'est ce que l'Europe attend de nous. Et ça marche, ça fonctionne. On parle souvent. J'espère que l'ambassadeur allemand ici à Paris reçoit autant de ministres comme c'est apparemment le cas à Berlin, mais on ne fait pas le compte. On a des équipes ici au ministère et au Quai d'Orsay qui vont se réunir lundi prochain pour vraiment faire du travail de fond. Et c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on doit faire et on est là pour ça. Et on réussit à le faire de manière excellente. C'est souvent un travail dur, mais pas spectaculaire. Et parfois, il peut y avoir des divergences de vues, mais on peut dire vraiment que Paris et Berlin
ont un peu un même et seul document européen, et c'est également une grande aide pour la Commission européenne dans des entretiens avec les États-Unis par rapport les droits de l'homme. Monsieur Šefčovič dit qu'il a vraiment des négociations vraiment intenses et il est sûr de notre soutien. Et on peut dire à la présidente de la Commission et au président du Conseil, quand ils voyageront en Chine, qui peuvent compter sur le soutien de nos deux pays. On peut attendre que la Chine réduise les barrières commerciales, qu'il y ait un principe de réciprocité et que nous attendons qu'il n'y ait pas une politique de subvention qui mette en désavantage les produits européens. Et je crois que c'est vraiment positif et on le fait en tant que ministre des Affaires étrangères, et tout comme le font bien sûr le chancelier fédéral et le président de la République lors d'un dîner de travail la semaine prochaine. Ça sera la première visite du président de la République depuis l'élection et la nomination du nouveau chancelier fédéral Friedrich Merz, et ce sera un grand honneur de le recevoir. Mais finalement, en fin de compte, ils ont également un grand agenda de travail. C'est le seul moyen pour bien préparer un sommet comme celui que nous voulons organiser pour la fin août. Cela représente beaucoup de travail et l'important c'est de réussir. Et bien sûr, on continue à travailler sur le projet SCAF, bien sûr. J'ai bien entendu ce que m'a dit un représentant de l'industrie française et bien sûr, il a raison de le dire. Mais nous, en tant que gouvernement, et bien sûr le ministre de la Défense est également responsable de cela, et bien sûr on continue à travailler sur ces projets en commun. Oui, Rachel Bosmeier de la DPA. Une question pour vous, monsieur le ministre Barrot. Pourquoi les Français ne participent pas au projet de l'OTAN d'acheter des armes pour l'Ukraine? Et pour vous, ministre Wadephul, par rapport à l'Iran, quels sont les progrès que vous attendez de manière concrète pour ne pas déclencher le snapback? Et quelle est votre réaction aux propos de votre collègue iranien qui a qualifié d'irresponsables les propos tenus par l'UE3? Et par rapport à l'Afghanistan, le rapatriement de personnes à Afghanistan revient à une reconnaissance de fait du gouvernement taliban et la suggestion de M. Dobrin d'avoir des entretiens directs avec les talibans. Si vous permettez, je vais commencer. Le chancelier fédéral a déjà répondu à une partie de ces questions lors d'une conférence de presse. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un tel vol de retour, de rapatriement vers l'Afghanistan. Cela a déjà eu lieu lors du précédent gouvernement. C'était un vol qui a été préparé de longue date et ensemble avec le chancelier fédéral, j'ai fait la préparation diplomatique de ce vol et c'est un signe clair de notre politique de migration que nous sommes capables d'organiser le retour de telles personnes. Cela montre que nous avons des contacts qui fonctionnent vers Qatar et nous sommes reconnaissants des responsables à Qatar pour leur soutien. Et il y a bien sûr aussi des contacts techniques vers l'Afghanistan qui sont également nécessaires pour pouvoir organiser une telle mesure. Mais ça se limite à ça. Il n'y a pas d'élargissement des relations et pas de reconnaissance de ce régime. Il n'y a pour l'heure pas de motif pour le faire. Voilà pour les questions qui s'adressaient à moi. Ah, sur l'Iran. Hier, en continuation de nos entretiens de Genève, nous avons eu encore un appel avec notre collègue Rakshi
Et au moins, on s'est entendu de vouloir continuer. On attend un dialogue de négociation fiable avec nous et avec les États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas d'autre manière de résoudre cette problématique. Vous connaissez notre exigence de base qui vise à empêcher que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Et pour cela, il y a la possibilité et également la nécessité d'une pleine coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne. C'est quelque chose qui doit être garanti. Et nous avons également d'autres questions et mesures qui accompagnent ce processus. Mais je crois que nous devons vraiment avoir ces négociations de manière efficace et l'efficacité parfois n'est pas compatible avec un caractère public des négociations, mais nous sommes vraiment déterminés à tout faire pour arriver à une solution diplomatique. Et deuxièmement, nous avons la même détermination si cela venait à échouer qu'on peut déclencher le mécanisme de snapback. Pour répondre à votre question, c'est une excellente nouvelle que le président Trump ait décidé de mettre à disposition de l'OTAN, des pays de l'OTAN, des systèmes de défense antiaérienne pour l'Ukraine. De même que c'est une excellente nouvelle que le président Trump ait donné 50 jours, désormais 45 jours, à Vladimir Poutine pour cesser le feu sous peine de droits de douane allant jusqu'à 100% sur la Russie et sur les pays qui continuent de commercer, notamment du pétrole, avec la Russie. C'est dans cet esprit d'ailleurs, en coordination avec les États-Unis, que nous avons conçu le paquet de sanctions massif qui a été adopté ce matin et que nous avons soutenu, que nous avons même alimenté, France et Allemagne main dans la main. Et j'en profite pour dire que si je me retourne sur les mois qui viennent de s'écouler, ou si j'essaie de me replacer 6 mois en arrière, on nous annonçait que l'unité européenne allait voler en éclats. L'unité européenne est devant vous. On nous annonçait que l'Ukraine allait capituler par la force, peut-être précipitée par l'arrêt du soutien des États-Unis d'Amérique. Là encore, force est de constater que ça ne s'est pas produit. Et que même s'il reste encore des efforts à faire, aux Européens notamment, dont on disait à l'époque qu'ils allaient être complètement absents du jeu, alors qu'ils sont occupés ces dernières semaines et mois une place centrale, des efforts à faire pour les Européens et tous les soutiens alliés de l'Ukraine. Nous sommes dans une situation bien moins pire que celle que nous annonçaient bien des observateurs, bien des éditorialistes et bien des critiques. Et donc il nous faut continuer sur cette voie, celle qui a consisté à montrer l'exemple, en continuant à prendre des sanctions, en continuant à fournir un soutien militaire et financier à l'Ukraine, en continuant de rappeler que la guerre d'agression russe en Ukraine est une guerre coloniale, en violation du droit international, qui soulève un risque majeur, non seulement pour la sécurité des Européens, mais pour l'ordre international fondé sur les règles et pour l'architecture de sécurité qui est aujourd'hui en cause. Et je pense non seulement au traité de désarmement, mais également au traité de non-prolifération, qui est revenu dans l'actualité à la suite de la crise iranienne, mais qui est évidemment très fragilisé du fait de l'invasion par un pays membre du Conseil de sécurité, signataire du traité de non-prolifération, puissance dotée de toutes les règles de l'ordre international.